Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale Fête du Trône consacrée à la diplomatie et aux relations internationales du Maroc. Comme dans d'autres domaines, le Royaume a su adapter sa diplomatie pour accompagner les grands changements géopolitiques internationaux et la nouvelle marche du monde. Cela n'a pu se réaliser qu'au moyen d'un appareil diplomatique évolutif, à la fois souple et ferme, mais aussi et surtout sur la base d'une vision et d'une doctrine prise au plus haut niveau royal. Ainsi, le rapport du Maroc au monde a évolué tout au long de ce dernier quart de siècle, épousant les contours des évolutions mondiales tout en sauvegardant et renforçant une grande autonomie dans sa décision. Et donc, de la lutte contre le terrorisme international à l'action collective et multiforme contre le réchauffement climatique, en passant par l'affirmation du rang africain du Royaume et la question du Sahara, et la récente décision du gouvernement israélien, la diplomatie marocaine a su insuffler un rythme nouveau à son appareil à chaque fois que cela était nécessaire. Et au final, nous pouvons constater que la diplomatie, en mettant en œuvre le rangement de nos priorités tel qu'est dicté dans le préambule de notre Constitution, a également veillé à s'inscrire davantage dans une approche économique pragmatique, liant le politique à l'économique et inversement, mais s'imposant sur les autres domaines qui occupent et préoccupent le monde, sécurité, immigration, coopération sud-sud, en outre. Nous essayons de comprendre les ressorts de notre diplomatie et son mode de fonctionnement en évolution avec nos invités. Al Harichi, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques à l'Université Mondiapolis à Casablanca. Merci à vous. Zakaria Boudaheb, bonsoir. Bonsoir, c'est Aziz. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, question pour vous deux. Je commence par vous, Zakaria Boudaheb. Tour d'ensemble, les grands événements ou nouveaux défis de ce dernier quart de siècle qui ont conduit la diplomatie marocaine à s'adapter. C'est-à-dire quels sont les grands événements, les grands paramètres qui ont poussé notre diplomatie à évoluer et à s'adapter. C'est vrai, c'est une question qui n'est pas simple puisque nous avons assisté depuis, si vous voulez, 99 jusqu'à aujourd'hui à des bouleversements, à des mutations, voire parfois à des métamorphoses. Comme on n'a pas le temps de tout étaler, on va peut-être cibler les points saillants, ce qu'on pourrait appeler les moments d'inflexion au niveau des relations internationales. Commençons d'abord par 2001 avec ce cataclysme du 11 septembre 2001, évidemment, qui a un peu remis au niveau de l'agenda international la lutte contre le terrorisme. Le Maroc s'est inscrit dès le début dans cette lutte globale et qui a continué à travers un certain nombre de mesures que notre royaume a adoptées, entre autres ratification de pas mal de conventions, précisément au niveau de la lutte contre le terrorisme de façon directe ou indirecte. Par exemple, l'adoption de la convention contre le crime transnational organisé. En 2022, le Maroc a abrité la coalition mondiale contre Daesh, et ainsi de suite. Alors ça, c'est un premier facteur, à mon sens, structurant, au regard duquel le Maroc a fait preuve d'une adaptation remarquable. Deuxième facteur, à mon sens, ou élément de changement majeur, donc je saute 2001 jusqu'à 2011, donc une décennie. Évidemment, toute la problématique du changement géopolitique dans le monde arabe et comment le Maroc, avec intelligence et prévention, grâce à la sagacité royale, le discours du 14 mars 2011, l'adoption d'une constitution, on s'est donc adapté à des mutations qui ont emporté dans leur sillage pas mal de chefs d'État arabes, alors que le Maroc était devenu et resté résilient. Non pas parce que tout simplement il a modifié la constitution, mais il a engrangé l'investissement politique constitutionnel à partir au moins du début des années 90, consolidé, accéléré par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Donc je saute, encore une fois, en choisissant les grandes tendances, si vous voulez. Je passerai même sur les mutations au niveau de l'échelle européenne et comment le Maroc a interagi, le statut avancé, etc. Mais je vais jusqu'à 2019, quand même, c'est une date qui est extrêmement importante, 2020, avec la Covid et la globalisation du risque sanitaire. On a vu également la résilience du Maroc, la réponse rapide avec laquelle le Maroc a enclenché un processus pour précisément atténuer les effets négatifs de cette pandémie et après relancer un débat sur l'autonomie stratégique, énergétique, alimentaire, écologique, etc. Évidemment, on ne peut pas ne pas citer en 2021 la guerre en Ukraine avec tout son lot de crises énergétiques, alimentaires. Et encore une fois, le Maroc a fait preuve, à mon sens, d'une flexibilité, d'une adaptabilité remarquable. Grosso modo, parce qu'on n'a pas le temps de tout développer, mais j'ai choisi ces 4 éléments structurants, des moments d'inflexion qui ont montré que le Maroc est dans une adaptabilité remarquable. Évidemment, nous sommes toujours dans
ces processus de changement. Permanente, oui. Ali El-Haji, donc pour Zakaria Boutahab, c'était le 11 septembre, c'était le printemps arabe, ce qui a été appelé le printemps arabe en 2011, la Covid, autres. Quels sont les événements qui vous ont paru conduire cette diplomatie marocaine à faire preuve de résilience et adaptation? D'abord, j'adhère à tout ce qu'a dit mon cher collègue, professeur Aboutahab. En effet, il y a eu un basculement du monde. Il y a eu un premier basculement avec la fin de la bipolarité et un deuxième basculement qui est arrivé avec le 11 septembre 2001. Et à ce moment-là, c'est le terrorisme un peu dans le monde entier. Et le terrorisme, il est amorphe. Il n'a pas de frontières. C'est pas un État qui est terroriste, mais c'est un terrorisme amorphe, sans frontières. Et le Maroc a participé, en effet, à la lutte contre ce mal qui nuit au monde encore aujourd'hui. Et malheureusement, au niveau du Sahel, aujourd'hui, nous avons vu ce terrorisme. Il s'est déplacé du Proche-Orient et du Moyen-Orient vers l'Afrique. Et le Maroc, d'ailleurs, l'année dernière, comme a dit mon Zakaria, a abrité donc la coalition donc de la lutte contre Daesh. الدولة الإسلامية في العراق والشام. La deuxième chose qui est très importante aussi, bien sûr, la constitution marocaine sur le passage, ce qu'on appelle cette transition démocratique, mais une consolidation encore de la démocratie avec une constitution très avant-gardiste et qui a pris en compte l'identité marocaine, qui est plurielle et qui permet au Maroc, d'ailleurs, quand on voit les différentes priorités bien sûr, dans la diplomatie marocaine, dans son préambule. Oui, dans son préambule, dans son article 5, où il y a les deux langues, la langue arabe et la langue amazigh, où il y a l'identité hassani, l'identité arabe, l'identité amazigh. Tout cela a été fait, soit dans l'article 5 et surtout dans le préambule, et de la religion aussi, quand on parle de l'identité, c'est-à-dire il y a les musulmans, il y a les juifs, il y a tous les Andalous, les origines africaines, et tout cela nous montre que cette constitution, à la fois, est une consécration d'un trajet qui a été fait, ou d'un chemin, et qui a permis de montrer ce qu'est le Maroc, et bien sûr sur le plan international. Le Maroc, c'est vrai, en 92 et 96, a adhéré aux droits de l'homme tels qu'ils sont reconnus dans la charte ou dans les conventions des droits de l'homme, mais là, on a eu un titre particulier consacré aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. C'est le titre 2 qui vient après les dispositions générales où il y a 22 articles. Donc tout cela montre, parce que là c'est universel. On n'est pas les droits de l'homme et les libertés fondamentales ne sont pas locales, ils sont universels. Il y a autre chose parmi les défis de ce 21e siècle, il y a les défis migratoires. Et nous avons vu le Maroc en 2013, Sa Majesté, c'est-à-dire cette vision royale où on voit la stratégie nationale c'est-à-dire la stratégie nationale de l'immigration et de l'asile, et une loi qui va accompagner, c'est-à-dire la politique migratoire. Nous sommes le seul pays africain qui a une politique migratoire. Et là, on n'est pas seulement dans le national, mais on est dans le régional, mais aussi, c'est-à-dire dans ce qui est mondial. On va avoir le pacte de la migration qui va être fait à Marrakech, donc c'est en 2018. Il y a d'autres dates, bien sûr. Vous avez parlé de la Covid, on a vu la résilience du Maroc. Et il y a pour les défis climatiques, nous avons organisé quand même la COP 22 au Maroc, la COP 22. Donc le Maroc adhère. Et on en a assuré le suivi, parce qu'il ne s'agit pas d'organiser une COP, mais c'est aussi d'assurer le service après-vente. Bien sûr, voilà. Surtout ne pas avoir de sacs en plastique. Voilà. Non, entre autres, mais vraiment, c'est une éducation. La démocratie, c'est les droits, mais c'est aussi le respect des droits et des obligations, et c'est tant mieux. Donc le Maroc avance et adhère à ces changements, à ce basculement qui arrive dans le monde, et dans un monde, aujourd'hui, on parle d'un nouvel ordre mondial. J'aime bien quand vous avez parlé de la Russie, et vous avez dit la position du Maroc, cette flexibilité et cette sagesse, et puis ce regard lointain. Le Maroc est un pays qui a une diplomatie qui ne calcule pas aujourd'hui ou demain, mais qui voit le long terme. Long-termiste, effectivement. Alors, je faisais référence tout à l'heure, et aussi c'est le préambule de la Constitution qui définit les priorités. Alors, c'est d'abord le Maghreb, avec des termes bien choisis pour chacune des grandes zones que sont d'abord le Maghreb, ensuite Oumma al-Arabia al-Islamia, donc le monde arabo-islamique, l'Afrique sahélo-saharienne,
puis l'Afrique, puis le reste du monde. Et pour chaque chose, il y a une définition avec 2 ou 3 termes qui définissent exactement comment la diplomatie, comment le Maroc se comporte, agit avec ces grandes zones. Alors, les événements, on les a passés. Zakaria Aboudahab, si on considère que cette diplomatie actuelle de 2023 n'est pas celle qu'il y avait en 99 ou même en 2000 ou en 2001. Est-ce qu'on peut considérer que les 2 grands tournants qui ont fait mettre en place une nouvelle doctrine, ce sont le tournant 2010 et aussi, bien entendu, le tournant 2010 sur le plan politique et aussi la grande crise économique et financière sur le plan économique. Est-ce qu'on peut considérer que ça a été le point d'inflexion qui a changé la doctrine diplomatique et si oui, quelle est cette nouvelle doctrine ? Ce sont, à mon sens, si on peut user d'une terminologie de sciences politiques, les summa-divisions, on pourrait dire qu'il y a des constances, une stabilité, d'ailleurs, comme disait Si Ali, avec raison, c'est que le Maroc ait toujours été dans la modération, dans l'analyse, et en même temps, il n'est pas jamais dans la précipitation. Prenez beaucoup d'exemples, il prend le temps, il agit en conscience, en connaissance de cause. Ces constances, ces principes fondamentaux majeurs, par exemple, respect du voisinage, la solidarité, les partenariats, et ce sont des constances qui n'ont jamais disparu. Évidemment, l'autre côté ou l'autre aspect, ce sont les variantes. Ça va de soi, puisque nous n'agissons pas seuls dans des environnements, si vous voulez, juxtaposés, multiples et pluriels. Et chaque environnement a sa propre logique. Vous avez, si Aziz parlait des cercles concentriques, donc c'est par gradation, par propagation qu'on pourrait agir, mais cela dénote d'abord, à mon sens, de l'existence d'une vision. D'abord une vision royale qui a été déclinée dès le départ, et c'est là la spécificité de l'approche royale, c'est que nous sommes dans ce que disait Marcel Merle, si vous voulez, la compénétration, c'est-à-dire le renforcement mutuel entre la politique intérieure et la politique extérieure ou étrangère. L'une devrait renforcer l'autre, et c'est cela, à mon sens, l'une des spécificités, des singularités du style du roi Mohammed VI qui, dès le départ, par exemple, avait mis l'accent sur la nécessité de multiplier les partenariats. On pourrait rapidement dire qu'en 2002, on a lancé les négociations avec les États-Unis. En 2004, avec la Turquie. Oui. 2001, suite à l'initiative royale, déclaration d'Agadir qui a abouti en 2004 à la conclusion d'un accord de libre-échange. Et j'en passe. Mais permettez-moi de vous dire une chose, c'est que dès le début, que ce soit dans les discours de Sa Majesté ou dans les messages royaux, on trouve le développement comme étant un grand djihad. Comme disait le roi Mohammed V, Raja'na min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar. Le petit jihad de l'indépendance au grand jihad du développement. Il y a le développement, la société, etc. Comment le paradigme humain est au centre des préoccupations royales. Et à chaque fois, si on fait un peu de la lexicométrie, on va analyser le discours, vous allez voir qu'il y a des choses qui reviennent comme une sorte de leitmotiv, développement global et intégré, l'humain au centre des préoccupations royales. Et donc, évidemment, le Maroc a évolué, il a gagné en maturité, ça va de soi, parce qu'on était en interaction constante avec nos environnements, une sorte de dialectique à chaque fois. Et ce que j'ai remarqué, c'est que nous développons sur le plan qualitatif les approches. Elles deviennent plus peaufinées, plus ajustées, on devient également plus agressif, on redécouvre notre potentiel, on le fait développer, et toujours avec cette idée que l'interne renforce l'externe, donc les infrastructures au niveau interne vont donner plus de projection au Maroc, et je crois que nous avons réussi sur ce cap. Est-ce que vous pensez à votre tour, Ali Harichi, que ce tournant en 2010 et la grande crise économique et financière a conduit le Maroc à établir une nouvelle doctrine? Faites plus d'économie, faites plus d'ancrage sud-sud, de coopération sud-sud. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y avait un avant 2010 et puis un après 2010 au niveau diplomatique? Dans une certaine mesure, oui. On peut parler de la continuité dans le changement, ou le changement dans la continuité. Parce que, comme a cité Zakaria, il a parlé des accords de libre-échange, celui de 2004 avec les États-Unis, celui de l'accord d'Agadir, donc avec la Jordanie, l'Égypte et la Tunisie, celui de la Turquie, donc en 2004. Le statut avancé que vous avez cité tout à l'heure, le Maroc a ce statut avancé avec l'Union européenne, qui est notre premier partenaire, donc économique, 36% d'échanges que nous faisons avec les pays de l'Union ou avec l'Union européenne, donc c'est en 2007. Et puis, bien sûr, arrive la crise, donc 2008-2009, qui impacte les puissances, et c'est normal qu'il y a, je dirais pas le ruissellement, mais c'est le ruissellement de la crise mondiale qui pouvait nous toucher. Mais le Maroc
il choisit d'abord dans la transition démocratique ou la consolidation de la démocratie, aussi ce point économique. Vous avez parlé de développement humain. Déjà, il y avait l'initiative nationale de développement humain en 2005. On ne peut pas construire sans développer l'humain, sans construire l'humain. Et le Maroc a compris. Donc, on se préparait, on est en train de continuer à progresser, d'ériger l'État national que nous avons, mais c'est-à-dire de le consolider, mais aussi avec l'économique. Mais là, on va vers nos voisins, c'est-à-dire nos partenaires vers le Sud et vers le monde entier, en fait. Et le partenariat Sud-Sud... Un cercle concentrique, comme on disait tout à l'heure, oui, qui a utilisé le terme concentrique. Effectivement. Donc, le partenariat Sud-Sud, et là, c'est le partenariat avec l'Afrique. Nous sommes un État africain, avant tout. Nous sommes des Africains, nous sommes aussi des Arabes, mais des Amazirs aussi, nous sommes musulmans et juifs aussi, nous sommes Hassani et Andalous, donc dans cet environnement, nous sommes en train d'évoluer, même économiquement, et là, le partenariat Sud-Sud a donné ses résultats aujourd'hui, ses fruits, si vous voulez, ils sont mûrs, et ça montre cette clairvoyance donc de la vision du chef de l'État, du roi du Maroc, donc dans la diplomatie extérieure et aussi économique. Nous pouvons parler peut-être tout à l'heure des articulations, de la déclinaison de ces rapports. On va y venir justement. Alors, il suffit simplement de voir une carte, regarder une carte pour voir que le Maroc est à cheval sur trois grandes cultures, trois grands blocs de civilisation, européen, l'africain et l'arabo-islamique, ce qui crée une sorte de comment dirais-je, une sorte de réflexe, si vous voulez, diplomatique dans la manière de procéder, dans la manière de considérer la diplomatie. Alors, on va revenir, vous parlez tous les deux de l'Afrique, on revient à ce fameux 30 janvier 2017. Vous savez de quoi je vais parler. Il est beau le jour où on rentre chez soi, de mémoire, on revient à la maison, vous m'avez tous manqué. C'était le début du discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI à Addis Abeba, le jour où le Maroc a été réintégré au sein de l'Union africaine. Alors Zakaria Aboudahab, Ali El-Harichi, le retour du Maroc en Afrique pour vous en matière politique, sachant que ce retour s'est fait d'une manière progressive bien avant 2017 d'ailleurs, et encore une fois par cercle concentrique, d'abord la zone arabophone, puis on s'élargit, puis on va vers l'Afrique centrale, puis australe, puis de l'Est. Il est clair que l'idée de la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine, l'idée a germé dans l'esprit de Sa Majesté depuis son intronisation. Mais il fallait préparer le terrain. Qui plus est, le roi Hassan II a eu cette sagacité de créer deux institutions. La première, c'est l'Institut des études africaines. Pour mieux comprendre le monde africain, l'Afrique n'est pas une, elle est plurielle, ce sont des Afriques, on peut en parler. Et deuxièmement, l'AMSI, qui est l'Agence marocaine de coopération internationale, c'était vers 1985-86, donc consécutivement à un retrait de l'OUA à la suite de la violation de sa charte constitutive de 63. Donc, cela est d'une part. D'autre part, le Maroc a toujours maintenu des relations bilatérales, voire même plurilatérales avec des ensembles. Il l'a fait de manière intelligente. D'ailleurs, les diplomates marocains assistaient également parallèlement à la tenue des conférences. Je vous coupe un instant, on voit le roi aller au pupitre ce fameux 30 janvier 2017. Et voilà donc le grand discours qu'il avait donné à cette occasion. Tout à fait, c'est un discours plein d'émotion, plein de sincérité. Et aussi plein d'ambition, puisque à partir de cette date, je le crois fort bien, un paradigme nouveau est né. C'est une démarche marocaine, l'Afrique aux Africains, l'Afrique doit faire confiance à elle-même, etc. Et d'ailleurs, même dans les discours de Sa Majesté, ou les messages adressés précisément à nos frères africains, il est toujours question de mettre l'homme et la femme africains au centre de toute préoccupation. Ce n'est pas rien si Sa Majesté a le statut de leader de la migration au niveau de l'Union africaine, qui lui a été attribué, avec raison d'ailleurs, et ensuite que le Maroc abrite un observatoire de l'immigration. Par ailleurs, alors, je crois que le premier acte qui exprime la politique africaine du Maroc recentrée, c'était lors de la conférence du FOCAC, c'est-à-dire le Forum Chine-Afrique, qui s'est tenu au Caire, avril 2002, lorsque le roi a décidé l'annulation de la dette des pays les moins avancés africains à l'égard du Maroc. Et donc, on avait compris qu'il y avait un schéma, une vision qui prenait en place. Voilà, qui s'est mise en place et que on a préparé le terrain. Et je crois que nous y reviendrons. La diplomatie économique qui s'est joué un rôle très important. Sinon, on peut parler de diplomatie globale ou totale. 2017 jusqu'à aujourd'hui,
Ça fait un petit bilan, il est remarquable. Nous sommes pratiquement dans toutes les instances de cette Union africaine sur le plan continental. Je peux citer le Conseil de paix et de sécurité, je peux citer d'autres initiatives. Le Maroc est présent, mollo. Il inscrit son agenda au cœur de celui de l'Union africaine adopté en 2013, celui de l'agenda 2063. C'est un faiseur de paix, constructeur de stabilité et c'est un acteur majeur aujourd'hui au niveau du continent africain. Ali El-Hawichi, le retour du Maroc en Afrique sur le plan économique cette fois. Voilà, c'est un acteur majeur sur le plan économique. Le Maroc est le premier investisseur dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est très important. Et il est aussi le deuxième investisseur en Afrique. Et ça, c'est fait en peu d'années. Mais cela a été préparé, comme cela a été très bien dit, pendant c'est-à-dire cette vision-là est arrivée depuis l'intronisation de Sa Majesté, donc, en 99. Et depuis ce moment-là, le Maroc travaille avec l'Afrique. D'abord, nous avions des relations avec l'Afrique. Le Maroc est la conférence de Casablanca est la fondatrice de l'OUA, de l'Organisation de l'Unité africaine. Après, bien sûr, en 84, quand on est sorti, parce qu'il y avait une violation de la charte, et quand on est revenu, c'est le lion qui revient à sa tanière. On n'est pas revenu parce que seulement nous sommes un État africain, mais c'est le lion qui revient chez lui. Et économiquement, on a montré que, c'est-à-dire dans ce rapport Sud-Sud, nous apportons, et avec l'esprit d'abord réaliste, mais à l'esprit gagnant-gagnant. Tout le monde gagne, les États africains. Nous avons besoin en Afrique d'être ensemble pour aller ensemble et pour gagner ensemble. Nous prenons le cas de, par exemple, l'OCP Africa. Il y a 12 filiales de l'OCP Africa où il y a un apport extraordinaire par rapport à presque 15 États pour la production des engrais. C'est la plateforme en Éthiopie. C'est la deuxième plateforme de production d'engrais dans le monde. Nous avons aussi apporté à plus de 3 millions d'agriculteurs africains ce qu'on appelait l'école Lab, c'est-à-dire qui a accompagné ce programme. Comment cette terre africaine, qui a 65% des terres arables, sont en Afrique. On parle de 400 millions d'hectares, il n'y a que 40 millions qui sont utilisés. Comment travailler et améliorer la production. Et puis, nous avons investi dans 3 grands domaines. Le domaine bancaire, c'est-à-dire l'investissement, et accompagner les populations, c'est-à-dire des pays où nous sommes pour investir, et aussi accompagner les investisseurs marocains. Nous avons la télécommunication, nous sommes les premiers au niveau de l'Afrique. Et puis, il y a le BTP et l'industriel. Donc, tout cela a fait que le Maroc n'est pas seulement présent parce qu'il est revenu en 2017, mais il est présent matériellement, il est présent avec une logistique humaine et il apporte tout ce qu'il a acquis en technologie, en technicité, à nos frères africains. Et c'est ce qui permet un développement ou un co-développement ensemble. On parle de développement durable, parce que toutes les crises que nous avons citées tout à l'heure, parfois ils sont les conséquences d'un non-développement, d'un problème de croissance. Donc, quand on apporte, on essaie d'attaquer les crises. Comme on dit en médecine, ce n'est pas les symptômes qu'on touche, mais l'étiologie. On va vraiment vers les origines. Et c'est ça ce qu'a apporté le Maroc. C'est ça ce que le Maroc est en train d'apporter, bien sûr, en collaboration, en coopération avec les États africains. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi au niveau de son implication en Afrique, économiquement en parlant, il n'y a pas que vers les pays qui soutiennent ou ont soutenu l'intégrité territoriale, c'est véritablement une coopération sud-sud, une coopération africaine, au-delà de toute autre considération. Nous sommes africains, nous travaillons ensemble, nous faisons le business ensemble, parce que c'est une question aussi de business sur une base de win-win. Gagnant-gagnant. Alors, Zakaria Boudahab, on sort de l'Afrique, même si on n'en sort jamais d'ailleurs, tout en restant dans la diplomatie. Alors le Maroc, dans les organisations multilatérales, donc nous le voyons actif au niveau de l'ONU. Je ne parle pas que de l'affaire, que de notre question nationale du Sahara, mais sur un ensemble d'autres choses. Nous le voyons à l'Union africaine, vous en parlez, nous le voyons à la Ligue arabe, avec tous les discours, tous les messages qui ont été adressés par Sa Majesté. Le Maroc, donc, sa place dans les organismes multilatéraux. Le Maroc est adossé au multilatéralisme qui constitue également un principe directeur de sa politique étrangère. Il faut dire aussi que
efforts ont été menés, louables d'ailleurs, dans le cadre d'un redéploiement de la présence marocaine dans les organisations internationales, que ce soit de portée continentale ou mondiale, c'est-à-dire multilatérale, tout simplement. Il y va donc de la défense mordicus de nos intérêts, en même temps de la promotion de l'image du Maroc et aussi la contribution à la construction d'agendas internationaux qui sont axés sur les problématiques mondiales aujourd'hui, la lutte contre le réchauffement climatique, la promotion des droits des femmes, etc. Et on peut voir aussi dans l'intégration du Maroc dans l'agenda onusien, notamment exprimé par les 15 objectifs du développement durable 2015, qui sont au nombre de 17, et dont le premier n'est autre que l'éradication précisément de la pauvreté. Il y a d'autres thématiques. Nous sommes donc présents pratiquement dans toutes les questions interdépendantes qui constituent cet agenda très ambitieux. Le dernier d'ailleurs, l'objectif, c'est la promotion des partenariats internationaux. Et le Maroc le fait dans ce sens-là. Vous prenez le partenariat vert avec l'Union européenne, mais destiné précisément à promouvoir l'utilisation des énergies propres. Et j'en passe. C'est une bonne chose, encore une fois. Le Maroc, à mon sens, a engrangé une grande expérience. Il était l'un des premiers pays africains à avoir réussi les programmes d'ajustement structurel. Douloureux soit-il, mais il a quand même pu traverser des zones de turbulence. Au départ, c'était délicat, on le sait. Mais par la suite, on est passé à un autre ajustement qui s'appelle l'ajustement structurel social. Et de là s'en est des débats liés à la protection sociale, l'État-providence, les filets de sécurité, les garde-fous. Et souvent, dans la littérature aujourd'hui, on trouve que le Maroc est un bon élève du multilatéralisme. Prenez l'OMC, c'est la même chose. On a effectué notre premier examen de politique commerciale en 89, à titre intérimaire à l'époque, puis 95, 99, et j'en passe. Et toujours, il y a les conclusions. L'OMC qui a été créé à Marrakech. Exactement, en 94. Prenez le CDE. Aujourd'hui, nous sommes dépositaires, je crois, d'un centre dédié à la promotion des études d'expertise en la matière, et ainsi de suite. Donc on peut citer les exemples de ce genre. Le plus important aujourd'hui, c'est que le Maroc articule, comme vous l'avez dit, c'est Aziz, plusieurs niveaux. Vous avez le niveau global multilatéral, il le fait de façon très clairvoyante. Le niveau continental et intercontinental, Union européenne, Union africaine, bientôt avec la Russie et les pays africains, États-Unis, chefs d'État et de gouvernements africains, Turquie, États africains, et j'en passe. Il est également expert en termes de triangulation. Il le fait très bien. D'accord, on peut parler de beaucoup d'exemples. Également au niveau continental, in situ, et au niveau régional, subrégional. Regardez, il y a récemment la promotion de ce concept, je dirais, stratégique de construction d'une communauté des États riverains de l'Atlantique. Et donc, c'était grâce précisément à la démarche marocaine qui veut qu'il y ait ici un impétus, sorte d'élan pour construire une communauté de paix, de stabilité, l'économie bleue, la dépollution marine. Vous voyez, donc les exemples sont... Il y a beaucoup d'exemples. Voilà. Je sens que vous étiez intarissable, que vous allez encore aller plus loin, mais je vous ai fait signe pour justement continuer sur notre programme. Alors, les fameux accords de libre-échange Al-Hariri, bon, c'est de l'économie, mais c'est aussi de la diplomatie économique, quelque part. Quand on parle de triangulation, on rentre quelque part dans ces questions d'accords de libre-échange. Bien sûr, quand vous avez un accord de libre-échange avec un État ou avec plusieurs États, donc vous êtes en paix avec cet État. Donc sur le plan de la diplomatie et de la géopolitique, cet État devient votre allié, votre partenaire, non pas seulement économiquement, mais qui soutient aussi, nous avons quand même la question nationale, qui vous soutient dans la question nationale pour l'intégrité territoriale et pour toutes les questions qu'un pays, quand il est en accord avec un autre, c'est-à-dire il va y avoir un soutien. Maintenant, les accords de libre-échange. C'est vrai qu'il y a eu l'accord d'Agadir en 2004 qui rentre en 2006. Il y a eu... il y a plus de relations avec l'Égypte, un peu la Jordanie, avec la Tunisie, après ce qui s'est passé, surtout avec l'Égypte, mais le Maroc, il a développé ce qu'on appelle le réalisme, non pas seulement politique, mais aussi économique. La réaction du Maroc, parfois, dans l'accord de libre-échange, c'est-à-dire dans la suite qui a été donnée, rappelons, il y a 2 ou 3 ans, avec les Égyptiens, quand nous avons un accord de libre-échange, il faut le respecter. Donc, nous avons des partenaires et nous savons, c'est-à-dire comme nous avons cet accord de libre-échange, se faire respecter. La même chose avec la Turquie. D'ailleurs, la réaction du Maroc a été assez claire. Il faut dire que dans le bilan commercial d'échange, on est un peu déficitaire par rapport à la Turquie. Mais ça nous a quand même ouvert, je vais dire,
une brèche, si vous voulez, ou fenêtre d'opportunité. Une fenêtre d'opportunité pour tout ce qui est triangulaire et pour tout ce qui est aussi politique. Avec les États-Unis, bon, au début, les gens se sont posé la question, comment un accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis, mais quand on lit l'accord, tout a été précisé, c'est-à-dire que il n'y avait pas il n'allait pas bousculer l'économie marocaine, c'est-à-dire sur les années, c'est-à-dire dans les échanges, sur quels produits, le textile ou autre. Donc, ils allaient respecter l'économie marocaine et le tissu industriel marocain. C'est plus une promotion et c'est ce qui a permis le développement dans plusieurs secteurs. Maintenant, les accords de libre-échange, je pense à un autre accord de libre-échange dont on a besoin aujourd'hui, c'est avec l'État d'Israël. Pourquoi? Parce que nous avons des échanges, parce qu'un accord de libre-échange, il protège les États dans leur cadre, et bien sûr, il y a les barrières tarifaires, il y a les barrières douanières, et ça permet, dans ce sens-là, je pense qu'aujourd'hui, avec ce développement, de cette normalisation, avec un échange entre le Maroc et Israël, un accord de libre-échange permettra l'évolution et le développement de nos relations, c'est-à-dire économiques et commerciales, avec l'État d'Israël. Messieurs, notre cause nationale, le Sahara marocain, Zakari Abou Tahab, il y a eu beaucoup d'évolutions diplomatiques dans la question du Sahara, à l'aune des évolutions dans le monde et à l'ONU. Alors bon, dans le monde, il y a de plus en plus de reconnaissance, matérialisée ou pas par des consulats à Laayoune ou à Dakhla, mais de plus en plus d'États qui reconnaissent l'intégrité territoriale. Au niveau de l'ONU, il y a une inflexion des résolutions de l'ONU dans notre sens, aussi des rapports du secrétaire général. Comment vous voyez les choses? Comment je vois les synthétiser ça plutôt? Oui, on va synthétiser. Je vois d'abord c'est une évolution très positive pour la cause nationale du Maroc, qui est la première dans la liste des priorités stratégiques majeures pour toute la nation marocaine. Ça d'une part. D'autre part, je reprends ce que disait Sa Majesté dans sa réponse à M. Netanyahou. Il y a deux considérations majeures. La première, c'est la clairvoyance. La deuxième, c'est la justesse. Je commencerai par la justesse. C'est une cause qui est juste. On le sait, historiquement parlant, tout ce qu'on veut, on ne cesse de le ressasser. Mais le problème, c'est que parfois, il n'y a pas des oreilles attentives et parfois, il y a de l'aveuglement. L'aveuglement du monde. Peut-être pour paraphraser Amin Maalouf qui a parlé du dérèglement du monde. Historiquement parlant, etc., on peut y revenir. Mais la clairvoyance, c'est que l'ensemble des États qui ont préféré contribuer positivement à une démarche de résolution politique du conflit adossée, ordonnée autour du plan marocain d'autonomie. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 29 consulats, si je comptabilise le projet israélien, et j'en passe, sans parler des pays qui soutiennent la démarche marocaine, mais n'ont pas encore, pour une raison ou une autre, décidé d'ouvrir un consulat, peut-être, qui n'ont pas de projection par rapport à cette question-là, mais ça va venir. Mais ça, c'est une autre question de transition territoriale, de métamorphose territoriale de Dakhla et les villes connexes dans le cas d'une conception globale. Aujourd'hui, la question des consulats est quand même un cas d'école diplomatique, ça on peut le reconnaître. Oui, c'est un cas d'école diplomatique, exactement, et qui force l'admiration. Comment le Maroc précisément a fait cela? Ça dénote d'abord de l'existence d'une vision, ça c'est clair. Et je voudrais rebondir sur ce que nous disions tout à l'heure, puisque j'ai parlé des infrastructures géopolitiques, entre guillemets, j'emprunte l'expression à un géopolitologue français. Les plans de développement sectoriel, vous prenez Aliotis, le plan d'accélération industrielle, émergence 1 et 2, tous les projets MED 1, MED 2, etc., ont préparé le Maroc précisément à devenir ce qu'il est aujourd'hui, mais à chaque fois, on était en train de réajuster le tir. Vous prenez le plan Maroc vert, 2020-2030, il y a Génération Green, et ainsi de suite. Vous savez, c'est une démarche de Sa Majesté, d'Yel le Grand Djihad, on a parlé de ça. Qu'est-ce qui donne au plan marocain d'autonomie toute sa crédibilité? D'abord au niveau de sa structure, de son contenu, mais en même temps de la démarche opérationnelle qui le sous-tend. Ça veut dire qu'il y a de la crédibilité, il y a du sérieux, et voire même le Maroc au niveau du MENA, le Middle East North Africa, sur le plan de la démocratie, des droits de l'homme, des indicateurs, combien même vous avez des ONG qui défendent des agendas, ne veulent pas reconnaître les avancées du Maroc. Nous avons quand même réalisé des avancées dans des zones de turbulence, avec des tensions énormes, prenez le voisinage et ainsi de suite, dans des pays qui se disaient démocratiques, qui sont en régression. On peut donc dire aujourd'hui, à mon sens,
que la communauté internationale, surtout l'ONU, est en train de revenir à la raison, de corriger une injustice. C'est de 103, notre professeur Si Ahmed Zwitni, quand il a parlé de ce péché originel de l'ONU qui a détaché en 65 la question du Sahara de Sidi Ifni. Autrement, on aurait pu régler le problème dès 1956, mais je crois que cela a permis au Maroc de faire des percées, d'affûter ses armes et de mieux être proactif et agressif pour défendre ses intérêts bien compris. Et en même temps, il y a eu le discours du 6 novembre 2015 où Sa Majesté le Roi a annoncé donc des investissements pour 8 milliards de dollars. Alors quand un pays met 6% de son PIB dans une région qui met 8 milliards de dollars, ça parle. Donc ça renforce un peu ce que vous disiez sur différents plans, émergence 1 et 2, Aliotis et autres qui ont été faits, plus les infrastructures. Al-Harichi, 22 décembre 2020, accord tripartite signé devant Sa Majesté le Roi par le Maroc, les États-Unis et Israël. En quoi donc cet accord tripartite a changé notre positionnement international dans une sorte de bascule géostratégique, donc un axe que j'appellerais vertical, donc Maroc-Union européenne, un axe plutôt horizontal qui serait bloc anglo-saxon en venant par Israël et allant jusqu'aux États-Unis. Oui. Oui, il y a une qui se confirme d'ailleurs de jour en jour. Un basculement, mais le Maroc, c'est-à-dire, il garde ses partenariats traditionnels qui sont fidèles à la justesse ou à la justice, à l'histoire et à la légitimité de notre question nationale. Le Maroc, la première question, c'est la question nationale, c'est l'intégrité territoriale. Et cet accord-là, effectivement, il a montré que le Maroc, parce que les États-Unis, tout à l'heure, nous avons parlé de l'AE, de l'accord de libre-échange, il était en 2004, c'est un partenaire du Maroc depuis son indépendance et même avant. On voit que c'est enfin que les accords avant, c'est-à-dire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été faite ici, au Maroc. Donc il y avait Churchill, il y avait Roosevelt et il y avait Feu Sa Majesté Mohamed V. Et donc c'est au Maroc. Donc ce Maroc-là, il a toujours été dans cet axe-là, mais toujours avec une technique de balancier, c'est-à-dire elle a des amis traditionnels, mais il est ouvert toujours à d'autres partenariats qui respectent toutes les identités marocaines et qui respectent le Maroc dans sa légitimité et dans l'historité de son histoire. Vous êtes dans le discours de Riyad. Oui, c'est 2016. C'est le discours effectivement, c'est le discours de Sa Majesté le 20 avril, je pense. Le 20 avril 2016. Et qui montre, voilà le Maroc. Le Maroc est un pays multiséculaire, est un pays millénaire, est un pays qui a fait de la diplomatie depuis des siècles. Nous voyons que le Maroc a des accords consulaires ou diplomatiques avec des grands États. Donc, sur le même chemin, bien sûr, avec la continuité ou le changement dans la continuité, mais toujours il y a cette continuité. Donc, sur le plan de cet accord-là, il y a d'autres prospectives, c'est le Proche-Orient. C'est la paix aussi au Proche-Orient. Parce que le Maroc, quand il fait cet accord, c'est-à-dire en 2020, il y a la question, pas nationale, mais il y a la question de la résolution de paix qu'il faut trouver au niveau du Proche-Orient. Et on parle de la question palestinienne. Alors on y arrive justement, vous me permettez la transition, et je reste avec vous puisque c'est vous qui avez fait cette transition. Donc, courant ce mois-ci de juillet, je ne vous apprends rien, cette reconnaissance israélienne de la marocanité du Sahara, très importante reconnaissance de l'intégrité territoriale. Mais ça ne réduit en rien la centralité de la question palestinienne dans notre diplomatie. Copriorité avec le Sahara, c'est aussi prioritaire. Ça ne réduit rien de cette centralité. J'y vois une certaine cohérence de notre diplomatie, comment elle se matérialise sur le terrain. Vous savez, le Maroc est jaloux de son intégrité territoriale, mais il est aussi jaloux de la question palestinienne. Le Maroc, en faisant cet accord tripartite, il est un faiseur de paix. C'est-à-dire, quand il a fait cet accord-là, ce n'est pas seulement pour l'intégrité territoriale, parce que celle-là, nous la connaissons et nous l'avons déjà, mais aussi comme faiseur de paix pour la question palestinienne. Sa Majesté est le président du comité Al-Quds. Et nous savons tous que ce comité a apporté à la Palestine. Et il y a même le mur de Marariba, ou Sur Marariba, au niveau de Al-Quds. C'est-à-dire quand on parle de la présence des Marocains depuis
depuis Salah ad-Din al-Ayyubi. Donc, nous sommes présents, nous avons toujours préservé ce troisième lieu saint de l'islam, et le roi est le président de ce comité-là, de Quds. Et donc, la question palestinienne, c'est Quds, c'est Palestine, bien sûr, Shaqiya, on parle de Jérusalem-Est, et nous parlons de la solution de 2 peuples, 2 nations et 2 États. Et cette solution-là, il a été trouvé aussi par les Palestiniens qui n'ont pas arrêté de la réclamer et de la proclamer, et c'est les accords d'Oslo de 1993 où c'est feu Yasser Arafat qui a fait donc la célèbre poignée de main avec M. Ishaq Rabin et qui ont eu tous les deux prix Nobel, donc prix Nobel pour la paix à cette occasion-là. Donc le Maroc est un faiseur de paix. Le Maroc travaille aujourd'hui, on parle dans les relations internationales d'une nouvelle théorie, du compromis. Le compromis, c'est le consensus. C'est trouver une solution, et la solution, elle est là. C'est 2 États et 2 peuples et 2 nations. Donc, dans cet accord-là, c'était les perspectives et la vision du Maroc, et le Maroc a défendu la Palestine, il la défendra encore, et il y a 3 semaines, quand il y a eu des incursions au niveau de Jenin, le ministre des Affaires étrangères marocain, le Maroc a condamné, c'est-à-dire la position, elle est ferme par rapport à la question palestinienne, mais ça ne nous empêche pas d'avoir Israël, l'État d'Israël, comme un partenaire, d'autant plus que nous partageons alliés, stratégiques, parce que nous partageons beaucoup de choses aussi sociologiques avec eux. Le 1/10 de la population de l'État d'Israël, elle est d'origine, elle est marocaine, et qui tiennent à leur marocanité et qui soutiennent la marocanité du Sud et du Sahara. C'est la deuxième origine en Israël après les Russes, si ma mémoire... Et bien alors Zakaria Boudab, on va encore entrer un peu plus dans le détail. Ali El-Harichi parlait du Maroc comme faiseur de paix au Moyen-Orient. Donc je reviens à cette déclaration tripartite. Maintenant, le Maroc, en signant l'accord avec Israël, maintenant en recevant cette reconnaissance d'Israël, donc en renforçant encore plus les relations, est-ce qu'on peut considérer encore une fois que c'est finalement le Maroc, donc à travers la personne de Sa Majesté le Roi, qui va relancer ce processus de paix au Proche-Orient, sachant qu'il y a une garantie américaine de par l'accord tripartite et un engagement par écrit de Benjamin Netanyahou. Ça change quelque part la donne, ça ne saute peut-être pas au regard de tout le monde, mais il me semble que c'est fondamental quand même. Il y a 2 types, sinon 3 peut-être types d'approches par rapport à la question très complexe palestinienne ou israélo-palestinienne, le conflit israélo-palestinien en général. Il y a une approche d'abord un peu guerrière, antagoniste, qui met en sourdine toute démarche de dialogue ou de construction de passerelles entre les deux parties, et qui est soutenue par des pays un peu radicaux, si vous voulez. La deuxième approche, c'est l'approche du nihilisme, ou bien des déclarations un peu creuses, mais on reste sur nos traces, enfin, on reste sur nos positions et on ne fait rien. Et on critique l'autre parce qu'il ose franchir des lignes et en même temps faire parfois des sauts qualitatifs. Vous voyez comment on le dit en psychanalyse. L'approche marocaine se situe en 3e lieu. Elle est la plus synthétique, la plus modérée, la plus sage et la plus proactive et prometteuse de quelque chose. Pourquoi? Parce que d'abord, elle crée des passerelles. Donc, qui dit passerelle, dialogue avec la partie israélienne, en attendant peut-être des jours meilleurs. Il faut le dire, il ne faut pas trop rêver, mais non plus. D'ailleurs, comme on le dit en réalisme, vous savez, Hans Morgenthau disait il faut éviter d'une part le trop de morale politique et en même temps la folie politique. Encore Aristote disait que le juste milieu, c'est un équilibre entre les 2 excès. Ça, c'est la démarche marocaine. Pourquoi? Parce que non seulement elle répond d'abord à une caractéristique majeure de l'État marocain depuis longtemps d'ailleurs, qui des pays du monde a refusé de livrer les sujets marocains qui étaient ceux de feu le roi Mohamed V au gouvernement de Vichy. Et jusqu'à aujourd'hui, les Marocains de confession juive ne l'ont jamais oublié et ne l'oublieront jamais. Qui, des pays arabes aussi, a eu l'audace d'accueillir Shimon Peres en 1986. Oui, il y avait l'Égypte, parce que l'Égypte avait le Sinaï. Il y avait un agenda géopolitique. Mais le Maroc, lui, s'est inscrit dans ce topo-là il y a longtemps, parce qu'il a réfléchi à la nécessité de sortir des sentiers battus. Le roi Hassan II et son digne successeur
le roi Mohammed VI, était pour une démarche d'intégration même d'Israël au sein de la Ligue arabe. Et j'en passe. Vous voyez, aujourd'hui, si nous sommes dans cette configuration... C'est une crédibilité à jouer sur oui, mais il faut chercher... le processus de paix. Quand on dit une solution juste et équitable, il faut écouter les deux parties. Alors, personne n'arracherait la question palestinienne des cœurs des Marocains, mais je voudrais dire que la démarche marocaine est empathique, pour synthétiser. Elle est aussi constructive, sinon constructiviste, elle est aussi compréhensive, parce qu'elle se fonde sur l'analyse des symboles, des représentations que chaque partenaire ou chaque partie donne à ses actions, à ses comportements. C'est important, parce qu'il y a la question identitaire qui est là, la question des normes, la question de la culture, l'intersubjectivité. Et je voudrais dire qu'au final, ça porte des résultats. Le Maroc, certes, défend la cause palestinienne dans une démarche, je le crois, arabe. C'est fondamental. Il faut maintenant que les pays arabes, tels qu'ils le disent dans les déclarations interminables à l'issue de toutes les conférences, de tous les sommets, il faut qu'ils donnent une assise opérationnelle à ce qu'ils disent. Ce sont des engagements pour laquelle, Sa Majesté le Roi, Mohammed VI disait souvent qu'il faut quand même qu'il y ait du pragmatisme dans le traitement d'un certain nombre de dossiers et qu'il faut donner la priorité aux véritables questions qui interpellent le citoyen arabe. Donc nous sommes dans... Et en attendant, évidemment, pour nous, c'est une, je dirais, non pas réconciliation, c'est le retour à la normale, ce qui est naturel. Parce que les Juifs du Maroc, que ce soit en Israël ou ailleurs, au Canada, en France et ailleurs, ont le droit, évidemment, ancestral de faire de la communion avec leurs ancêtres et avec leurs terres. C'est important. Et nous avons aussi le droit de créer un dialogue constructif avec les Israéliens pour pousser, mollo mollo, vous savez ce qu'on appelle la démarche en sciences politiques, incrémentalité, ce processus. Ont parfaitement intégré et compris ce principe. On peut être amis, on est alliés, on est partenaires. Mais si on considère, et c'est encore une fois l'autonomie de la décision et de la réaction marocaine, si on considère que ce que vous faites n'est pas bon, on le dit clairement, sachant que les relations sont établies avec tout le monde. Il nous reste une petite poignée de minutes, mais il reste encore 2 questions, et pour chacun de vous. Donc je vous demande d'être un peu rapide dans celle-ci. Vous en avez parlé, mais je voudrais revenir d'une manière plus claire là-dessus. Le Maroc est plus qu'un bon élève, mais un acteur d'importance dans ces grandes thématiques internationales que sont le réchauffement climatique et son corollaire, la guerre de l'eau, la migration, la sécurité collective, la coopération sud-sud, les droits des minorités avec les différents discours qui ont été donnés. Ça, c'est aussi de la diplomatie transversale. Tout à fait. Et pour être concret, et au vu du temps très limité qui nous reste, prenons 2016, l'organisation de la COP 22, c'est la conférence des parties contractantes à la Convention sur le changement climatique, qui s'est tenue à Marrakech. Il y a eu parallèlement, suite à l'initiative royale, ce qu'on appelle une mini-COP du climat axé sur les questions africaines. 3 thématiques ont découlé à la suite de cette conférence parallèle. Premièrement, l'une sur le Sahel, qui est aujourd'hui présidée par le Niger. La seconde sur le fleuve du Congo, présidée par le Congo, Brazzaville. La troisième sur ce qu'on appelle les îles, les États insulaires ou les États archipélagiques, comme on dit, qui est présidée par les îles Seychelles. À cette dimension, on peut calculer et voir un peu les coefficients ailleurs où le Maroc a fait également ses preuves. Le Maroc, c'est un constructeur de démarches de stabilisation, de développement, encore une fois entretenu, et où on trouve le citoyen ou la citoyenne, africains les deux, au cœur de toutes les démarches. Et on peut multiplier les exemples, la démarche vaccinale, sanitaire, les aides alimentaires, ça a été dit par Siali tout à l'heure, les phosphates fertilisants phosphatés, etc., etc. Il est dans le partage, il est dans le co-développement, il n'a pas d'agenda, on va dire, politicien. Au contraire, il veut partager le bénéfice qui peut être récolté à la suite d'un investissement ailleurs et partout dans le monde, non seulement en Afrique, mais je crois que le Maroc a une vision globale des choses. Une forme de générosité diplomatique, un concept peut-être à mettre en place. Ali Halachi, en quelques mots, parce que j'ai encore la dernière question sur laquelle je voudrais rester. Rapidement, donc j'adhère entièrement à ce qu'a dit Zakaria. Donc pour le réchauffement climatique, la COP22 et toutes ses déclinaisons. Pour ce qui est de la migration, le Maroc était un pays de transit. Il est devenu un pays d'accueil. Nous avons à régulariser plus que 50 000
africains subsahariens qui étaient en situation irrégulière, il y a eu une loi, il y a eu une stratégie nationale et qui est là, et donc, qui accompagne donc cette migration parce que nous sommes devenus aussi un pays d'accueil. Et puis pour la sécurité, donc on voit le rôle du Maroc, que joue le Maroc en tant qu'acteur très, on va dire, incontournable dans tout ce qui est sécurité. Par rapport à la sécurité, ce n'est pas parce qu'on a abrité l'année dernière, le mois de mai, c'est-à-dire ce collectif contre le Daesh ou la lutte contre Daesh, mais parce qu'on travaille dans ce sens-là. Bien sûr. Alors, dernière question pour chacun de vous deux, en 1 minute et demie chacun. Je vais lire un extrait que vous connaissez, que beaucoup de monde connaît. Quand je dis de monde, c'est pas une clause de style, mais c'est une phrase qui est véritablement passée à la postérité. Le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international et l'aune qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats que le Royaume établit. Alors, vous savez, je vais recourir, si Aziz, à la sagesse marocaine. Je le fais très rarement dans des émissions en langue française, mais... Vous resterez dans votre rôle. Hassan Abdullah Yarhamou disait « Kbraha sghar ». En fait, c'est d'abord la démarche d'un Maroc profond, de l'Empire chérifien, et un Maroc qui est fier de sa civilisation. Et toujours cette image de l'arbre me revient à l'esprit quand on voit que le Maroc n'est que l'expression de sorte de carrefour civilisationnel avec des affluences multiples. Ce qu'il fait par rapport à la question du Sahara, tout simplement, c'est un recentrage aujourd'hui devenu nécessaire parce qu'il fallait bousculer un peu les agendas et rappeler à la communauté internationale quand même qu'il y avait une injustice. Et cette démarche royale a porté ses fruits, on le voit. Et d'ailleurs, c'est un dossier, évidemment, qui n'est pas seulement défendu par la monarchie marocaine, mais il est porté par chaque Marocain, haut et fort, là où nous sommes, au Maroc ou ailleurs. Cette question, elle est centrale. C'est une question qui est existentielle, ontologique pour nous tous. C'est rare de trouver une unanimité aussi parfaite que celle de l'affaire du Sahara. L'affaire du Sahara, le prisme, l'affaire du Sahara, l'aune. Oui, et c'est dans le discours de la révolution du roi et du peuple. Donc c'est le roi, le chef de l'État, le commandeur des croyants et le peuple marocain, les citoyennes et les citoyens marocains, comme c'est stipulé dans l'article 19 de la Constitution marocaine, qui adhèrent à cette centralité de la question marocaine. Et d'ailleurs, dans une expression du réalisme politique des relations internationales, voilà, les amitiés et les partenariats doivent s'articuler autour de cette question. Et nous avons vu, c'est-à-dire ce qui est arrivé après, beaucoup d'États ont adhéré et ont compris que être partenaire, être gagnant-gagnant avec le Maroc, voilà la question marocaine. Et s'il y a de l'ambiguïté chez certains partenaires traditionnels, je pense que c'est l'heure de revoir leur horloge et leurs aiguilles et revenir vers un Maroc qui est fort, qui est émergent, et un Maroc qui a plus de 1000 ans d'histoire. Comme il a toujours été avant, suivez mon regard. On voit ce que vous voulez dire. Merci Zakaria Aboutaheb, merci Ayel Harissi. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette édition spéciale Fête du Trône consacrée à la diplomatie. Bonne Fête du Trône à toutes et à tous.